Après une période troublée par les raids vikings, l'Europe entre au XIe siècle dans une période de paix. Cette stabilité permet le développement économique et démographique dans nombreuses régions. Les échanges commerciaux reprennent, les villes s'accroissent, les marchés réguliers et les foires qui s'y tiennent attirent les marchands qui s'installent durablement dans les villes. Le nord de la France et les Flandres s'enrichissent particulièrement grâce au commerce de textiles. Abbeville et Rue sont réputés pour leur production de tissus de laine teintée, appelés barakans. L'Europe, à cette époque, fonctionne selon le système féodal. Les seigneurs ruraux ont pris possession de la majorité des terres et sont assujettis les uns aux autres par des rapports hiérarchiques, d'obligations et de services. Les seigneurs constituent une instance autonome par rapport au roi de France, qui possède alors un territoire restreint à l'Île-de-France et à l'Orléanais. Les populations sont également liées aux seigneurs par des liens de dépendance et d'obligation, en échange desquels les seigneurs garantissent leur protection. Pour défendre leurs intérêts et réglementer leur profession, les marchands se regroupent en corporations, appelées guildes ou anses. Ils forment une classe de bourgeois au sens de résidents des bourgs. Tous les habitants des villes ne possédaient pas ce statut, qui s'acquérait en payant une certaine somme d'argent. Cependant, tous les habitants des villes étaient des hommes libres, à la différence des serfs des campagnes qui étaient attachés à une terre. Dès le XIIIe siècle, Abbeville devient membre de la puissante Hanse des 17 villes, confédération réunissant les principales cités drapières du nord-ouest de l'Europe, parmi lesquelles Amiens, Saint-Quentin, Arras, Beauvais, Lille, Bruges, Gand ou encore Tournai. Forts de leur richesse économique, les bourgeois vont souhaiter obtenir plus d'indépendance dans la gestion de leur cité et s'émanciper de la tutelle du seigneur qui les gouverne. Pour cela, ils forment des groupes unis par un serment de fidélité et constituent ce que l'on appelle une commune jurée. Forts de cette cohésion, ils vont réclamer aux seigneurs des privilèges et des libertés, leur permettant de réduire leurs taxes, mais surtout d'obtenir une certaine autonomie pour gérer eux-mêmes les affaires administratives, fiscales, judiciaires, commerciales, voire parfois militaires de leur cité. On appelle mouvement des communes cette conquête progressive d'indépendance de la part des villes. Il débute en Italie du Nord, dans la France du Sud et en Provence, puis s'étend à plusieurs régions d'Europe, notamment le Saint-Empire romain germanique, les royaumes d'Espagne, le nord de la France et le territoire des actuels Pays-Bas. Certaines communes se forment de manière spontanée, les seigneurs accordant dans un premier temps les privilèges de manière orale. Toutefois, face à la multiplication des conflits, durant la guerre de Cent Ans par exemple, ou face aux protestations de certains seigneurs laïcs et ecclésiastiques, l'écrit devient essentiel pour affirmer ses libertés. Les droits concédés sont transcrits dans des chartes communales, un document officiel qui confère à la commune un statut juridique et qui la distingue des autres bourgs ou villages restés sous le contrôle direct du seigneur. Les chartes viennent aussi garantir la paix au sein de la commune, les protégeant des guerres privées entre seigneurs qui avaient alors cours. La paix offrait aux marchands une sécurité pour leurs négoces. Les chartes communales pouvaient également être accordées directement par le roi. En rendant libre une ville située sur la terre des nobles, le roi transférait en sa faveur la fidélité que devait autrefois la commune à son seigneur. Comme les autres vassaux du roi, la commune devait aide pécuniaire au souverain et mise à disposition d'hommes pour la guerre. L'octroi de chartes communales est ainsi devenu un instrument d'accroissement du pouvoir royal face aux seigneurs tout au long du Moyen Âge. Au Moyen Âge, le territoire de la Picardie maritime est principalement placé sous l'autorité des comtes de Ponthieu. Ces derniers accordent des libertés communales à plusieurs villes dans une stratégie politique et financière. Par la création des communes, le comte souhaite instaurer un nouveau pouvoir local qui lui sera fidèle et qui vient contrebalancer l'influence des autres seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, comme celui des abbayes de Saint-Riquier et de Saint-Valéry. L'octroi de chartes communales présentait plusieurs avantages tactiques et économiques. Pour acquérir leur autonomie, les bourgeois versaient en effet au seigneur une importante somme d'argent qui permettait à ce dernier de doter ses filles, de faire chevalier ses fils
mais aussi de financer ses campagnes militaires. Le comte Guy Ier de Ponthieu aurait notamment accordé des privilèges à plusieurs cités pour réunir les fonds nécessaires à son départ en croisade, aux côtés de Godefroy de Bouillon. De même, Jean Ier de Ponthieu accorde aux bourgeois d'Abbeville le droit de se constituer en commune peu de temps avant de partir en croisade avec le roi Philippe Auguste. Les chartes établissent des obligations réciproques entre communes et seigneurs. Les habitants doivent verser chaque année des redevances, en argent ou en nature, par exemple sous forme de récolte, tandis que le comte s'engage à respecter l'autonomie judiciaire et militaire de la commune. Néanmoins, les milices communales, formées par les habitants, peuvent être mobilisées par le comte en cas de guerre. L'autonomie des villes reste toutefois fragile. En cas de révolte ou de manquement au devoir, le comte peut, à tout moment, révoquer les libertés accordées en guise de sanction. En Picardie-Maritime, comme dans tout le nord de la France, les communes sont administrées par un conseil d'échevins, choisi parmi les bourgeois de la ville et dirigé par un chef, appelé mailleur. Il forme l'ancêtre de notre conseil municipal. En fonction des privilèges que le seigneur leur avait accordés, les échevins et le mailleur pouvaient lever des impôts, éditer des ordonnances, commander des milices et rendre la justice. Pour affirmer leur autorité, les communes adoptent des armoiries qu'elles font figurer sur leurs monuments, ainsi que des sceaux pour authentifier et signer leurs actes administratifs. Elles vont également manifester leur pouvoir en construisant un édifice visible au centre de la ville pour accueillir le conseil échevinal et protéger la cité. Il s'agit du beffroi.